Chambre Noire, une librairie spécialisée en livres de photographie, livres uniquement de collection, enfin de collection d'occasion, qui fait la part belle aux collectionneurs. Euh, J'essaie d'avoir les livres les plus parlants en boutique, et en allant dans les stocks, on fait des nouveaux liens, des livres qui nous ont un peu échappé, qu'on redécouvre, et puis qu'on reprend à la librairie. Et puis c'est une manière de répondre aussi à une clientèle qui cherche des choses spécifiques, un sujet, un photographe, qu'on n'aurait pas en rayon, mais qu'on retrouve dans nos stocks. En sachant la photographie qui commence quand même en 1839, le livre commencerait, on pourrait dire, en 1910. Donc il y a quand même déjà une grande proportion de l'histoire du média où le livre n'existe pas, où il existe sous forme d'album. Voilà, j'ai pris des choses. Donc on est à la fin du 19e siècle, et n'ayant pas encore de moyens de reproduction mécanique, on va contre-coller les photographies. Et donc ça ressemble à des albums. Ces albums, ils sont destinés à un public relativement varié. C'est de la photographie scientifique qu'on va retrouver dans les ouvrages scientifiques, avec la photographie qui va illustrer les propos. Des ouvrages touristiques, évidemment, comme celui-ci, qui était un ouvrage de vue suisse pour une clientèle aisée de l'époque que pour le retour de Suisse. Et de la photographie destinée, ici, c'est un ouvrage qu'on considère comme le premier ouvrage de nu de l'histoire de la photographie. Mais voilà, on a des tirages qui sont contre-collés sur des cartons, et les personnes pouvaient constituer leur album, choisissaient les planches, c'était destiné aux peintres et sculpteurs, et on composait l'album, on pouvait acheter des planches séparées ou créer un ouvrage qu'on désirait. Beaucoup de collectionneurs partent du principe que le livre de photographie en tant que tel démarre avec le New York de William Klein. On est en 1956, et c'est le premier livre qui est entièrement conçu par le photographe. Donc c'est clairement un livre d'auteur, mais qui a un éditeur. Donc c'est le Seuil qui édite, c'est Chris Marker qui dirige la collection, mais laisse une liberté totale à William Klein pour faire son livre. Donc c'est lui qui va entièrement faire la maquette. Donc on est en 1956, et 2 ans après, il y a Les Américains de Robert Frank, qui est édité chez Delpire, et qui va être réédité ensuite, et qui va aussi... La place n'est pas du tout la place donnée au photographe n'est pas la même. L'éditeur conseille vivement les textes qui viennent illustrer les photographies, mais ça va être un bouleversement, pas que dans le livre de photographie, mais dans la photographie aussi, avec un nouveau regard sur les États-Unis. Et c'est les 2 livres un peu clés chez lesquels beaucoup de collectionneurs se réfèrent pour démarrer leur collection. Pourtant, il y a un certain nombre de choses qui existent avant. Je reviens en arrière dans le temps et la chronologie. J'ai sorti quelques livres qui sont des livres importants. Le Paris de nuit de Brassailles, qui est un livre avec un texte de Paul Morand, mais qui reste tout de même très court, où on a une place à la photographie très rapidement, mais il est encore porté par l'auteur, par l'écrivain, et il est en couverture bien plus important que les photographies de Brassailles, écrit beaucoup plus petit. Donc on a vraiment cette idée où le livre doit être porté encore par un photographe, par un écrivain. Un livre d'avant-garde, c'est le Métal de Germaine Krul, qui sera peut-être pas considéré comme un livre par les puristes, vu que c'est un portfolio, le livre est en planche. Ça paraît en 1927, et là, on a vraiment un nouveau regard sur la photographie, avec des contre-plongées, des plongées. Germaine Krul va
aller dans différents endroits en Europe et elle va garder le centre, cette tour Eiffel qui est un symbole de modernisme. Il va vraiment penser la photographie comme une œuvre à part entière, ce qui est récent. Il n'y a pas d'idée de faire un reportage. C'est vraiment la photographie pour la photographie elle-même, qui témoigne quand même d'un nouveau monde. Donc on a les avant-gardes qui se trouvent entre les deux guerres. Ça, c'est vraiment en Tchécoslovaquie, en Allemagne, essentiellement. Il y a des choses qui se passent ailleurs. Et par contre, avant la guerre et pendant la guerre, il y a un autre mouvement qui est le livre de propagande, qui est vraiment important. Là, on a pris un livre voilà, qui est un tirage phénoménal, qui est sur les Jeux Olympiques de 1936 en Allemagne. C'est des tirages, des photographies de Leni Riefenstahl, qui veut absolument sublimer le corps, et le corps plutôt blanc. Hein. Le grand scandale, c'est que tous les gagnants des Jeux ne sont pas blancs. Et en début d'ouvrage, on a des photographies qui ne sont pas attribuées, qui ne sont pas toujours attribuées, mais qui ne sont pas de Riefenstahl, mais de Zielke, et où on revient un peu sur le corps grec, la Grèce ancienne, enfin les origines des Jeux Olympiques. Là aussi, c'est un ouvrage qui a un très très gros tirage, donc qui n'est pas rare, mais qui ne vieillit pas toujours bien. On a notamment des portraits du Führer qui sont souvent arrachés, parce qu'on veut le livre à un certain moment, mais on ne veut pas d'un portrait du Führer dans sa bibliothèque. Et puis, il y a eu plusieurs tirages avec des petites subtilités. C'est que durant le premier tirage, on connaît depuis peu de temps 3 versions différentes, ce qui permet de créer une nouvelle chronologie du tout premier tirage. Il y a une photographie qui est reproduite en négatif et des remerciements aux collaborateurs, dont Willy Zielke, qui va disparaître très rapidement. Mais on ne connaît pas le nombre de tirages qui ont été effectués avant la disparition. La deuxième édition, ça n'existe plus, et une grande partie de la tranche de premier tirage ne l'a pas non plus. Pendant ce temps, en France, on ne peut pas parler... Quoi qu'on peut mettre Man Ray des fois dans les avant-gardes, mais avant-guerre aussi, en 1935, une année avant, on a un livre qui est aussi fondamental, facile, de Man Ray, avec des textes d'Éluard. Donc il y a toujours cette idée d'être porté par d'autres. C'est une sorte de livre d'artiste où on cherche à marier la typographie avec la photographie. Mais l'idée vient de l'éditeur GLM qui demande à Man Ray, enfin tout se fait à 3, avec les photographies de Noche qui participent activement, vu qu'elle pose pour ce livre directement. Et puis dans les avant-gardes, alors cette fois-ci tchèque, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Abecedak, aussi un livre à plusieurs mains. Okay. Un abécédaire à partir de poèmes de Nesval. C'est Karel Teike qui va faire ce qu'ils vont appeler de la typophoto. Et donc, une danseuse va danser l'alphabet, interpréter l'alphabet et les poèmes, pour ensuite venir tirer des photographies et créer des lettres. Enfin, la lettre du corps est prononcée par la typographie elle-même. Et là aussi, c'est un des premiers livres conceptuels, mais où tous les auteurs ont en importance les uns des autres. Durant la période, au fait, on a fait un petit retour sur les années 30. Il y a la guerre, donc on n'a plus du tout la possibilité de faire des livres, ne serait-ce que par moyen enfin, on n'a plus de papier, et les photographes
font du reportage pur et dur, ils doivent travailler pour les magazines. Et il y a pourtant un livre qui est clé, c'est Le Fabrique de Jacob Tugener, qui est un des premiers livres qui n'a pas du tout de texte. Alors, il y a malgré tout une préface, mais on n'a aucune légende sous les photographies. C'était une volonté du photographe, c'est que les légendes soient sur un feuillet volant. Et puis, on est en 1943, donc en pleine guerre, où tout est un peu crasseux dans l'industrie européenne. La Suisse reste privilégiée. Et Jacob Tugener nous offre un reportage où il montre la relation de l'homme avec la machine, où il y a de nouveau cet esprit de modernisme, mais où il pose aussi la question de peut-être la surpuissance de la machine sur l'homme. Enfin, chacun est libre d'interpréter les images comme il le veut, mais on ressent tout de même bien cette idée que la machine pourrait l'emporter. Et parallèlement que l'économie en Suisse se porte très bien, mais il n'y avait pas une intention de propagande à ma connaissance de Tugener. Mais c'est un des rares livres qui paraît durant la guerre, qui est un véritable livre d'auteur et qu'on peut aussi considérer comme un des premiers livres sans légende, sans qu'il y ait besoin d'une portée d'un autre art ou d'un écrivain. Les photographes, les auteurs reprennent la volonté de créer des livres. Je pense que La banlieue de Paris est un livre vraiment important, qui est en 1949. C'est le premier livre de Robert Doisneau, souvent considéré comme son meilleur, qui va faire un reportage dans les environs de Paris qui vont considérablement changer très peu de temps avant. Mais là encore, l'idée, la demande à l'éditeur de publier Doisneau est de Blaise Cendrars qui fera le texte. Et il est toujours porté par cet auteur. Néanmoins, ça va être un des premiers livres de la Guilde du Livre, parce qu'il va être coédité entre Segers et la Guilde du Livre, dû à Blaise Cendrars aussi, qui éditait chez cet éditeur, et qui va donner une soixantaine d'albums photographiques d'autres formats ensuite, et qui va aussi montrer beaucoup de photographes émergents, dont l'une, j'ai pris volontairement pas l'ouvrage le plus connu de la Guilde du Livre, mais le Lausanne d'Henriette Grinda, où il y a cette volonté de mélanger texte et image. Il y a différents auteurs. Les textes sont reproduits, sont des facsimilés de manuscrits et font écho à la photographie. En France, il y a l'image à la sauvette qui va faire couler beaucoup d'encre, qui est un livre de photographie qui est pensé un peu comme une monographie assez luxueuse d'un peintre, et qui va être l'un des premiers livres de photographie de grand format. On a des grandes doubles pages, c'est Drager qui imprime, donc il y a vraiment une intention, toujours en héliographie, de faire un très beau livre qui s'adresse à un public large. C'est des grands tirages. Et qui va être suivi 3 ans après par les Européens, toujours du même quartier bresson. C'est des livres qui vont montrer les humanistes, enfin, qui va vraiment élargir la photographie, qui va assurément donner l'envie à d'autres éditeurs de publier et d'ouvrir des portes à tous les humanistes, que ce soit des Ronis, que ce soit des Sabine Weiss, et donner le goût à d'autres, enfin, donner l'envie d'essayer de montrer la photographie à travers le livre à d'autres éditeurs. Ensuite, il y a des collectionneurs qui voudront chercher à avoir toutes les éditions pour pouvoir, parce que d'une édition à une autre, ce qui n'est pas le cas d'Image à la sauvette, mais on peut avoir on a de toute façon une nouvelle impression. On peut modifier la séquence par moment. Des fois, il y a des photographies qui sont rajoutées ou pas. Je pense à les Américains, où l'édition originale de chez Delpire va être suivie une année après
aux États-Unis, et là avec un texte de Kerouac. Et donc il y a beaucoup de collectionneurs qui vont privilégier l'édition américaine, qui est aussi en pleine toile sous jaquette. Donc on a une jaquette, c'est un exemplaire qui est tiré à moins d'exemplaires que la française, donc l'édition américaine est plus rare que la française. Et le collectionneur qui peut se le permettre va rassembler les deux éditions. Si ce n'est pas les suivantes ensuite qui sont réimprimées chez Steidl et compagnie. Là, je vais encore montrer le Keldermer Peterson 122 photographie couleur. On est en 1948 et c'est le premier livre, non pas de photographie couleur, on avait déjà vu de la photographie couleur dans les livres, mais où il y a une intention du photographe de faire de la photographie couleur de l'art, donc de trouver des nouvelles compositions, et ce qui va ouvrir la voie à William Eggleston ou Stephen Shore ensuite. Et là, une fois encore, on est vraiment juste après la guerre en 1948. On arrive gentiment aux années 60, qui est une année clé, c'est 1962, avec l'apparition de ce qui est considéré comme le premier livre d'artiste, où il y avait une volonté de faire un livre très bon marché et vendre l'idée artistique, le concept, l'objet qui se déploie chez le maximum de monde. C'est Ed Ruscha qui va faire, non pas Some Los Angeles Apartment, il viendra ensuite parce qu'il va faire une douzaine de livres, mais le 26 Gasoline Station. Et l'idée est vraiment de faire un livre qui est une œuvre d'art et qui peut être diffusé à moindre coût le plus possible, et que l'œuvre soit vue par donc l'objet livre, petit, évidemment, il circule et l'œuvre est vue. Pour beaucoup, c'est le début du livre d'artiste. On a parlé de Facile, et qui sont encore des livres qui coûtent cher, qui coûtent cher à produire et qui se répercutent donc sur le prix de vente. Et à partir de 1962, on aura ces livres quelque part qui doivent être bon marché et qui doivent être le plus répandu possible. Je vais montrer ce livre, qui est un livre absolument fabuleux, Sweet Life de Van der Elsken, qui fait suite à 2 ans de voyage à travers le monde, de 1959 à 1961. L'ouvrage sera publié qu'en 1966. En 1962, il pense que l'ouvrage paraîtra jamais. Il a fait environ 5000 photos. Il a travaillé longtemps sur le choix, sur la séquence. Il ne trouvait aucun éditeur qui était prêt à publier ça. C'est un ouvrage qui est étonnant parce qu'il est imprimé au Japon. Durant son voyage, il avait rencontré Aiko Zoé au Japon. Il a connu cette impression en hélio, avec des noirs d'une profondeur qu'on retrouve plutôt dans les années 30, plutôt en Europe, qu'on ne fait plus à ce moment-là, chez nous. Et il a vraiment ce désir, et au final, il trouve un compromis avec l'éditeur Abrams aux États-Unis, qui est partant pour le faire. Si d'autres éditeurs sont d'accord, il faudra 5 éditeurs qui rassemblent les fonds pour pouvoir voir le livre paraître. Alors c'est assez étonnant parce que du coup, on a 5 couvertures différentes pour 5 éditions originales malgré tout. Aux États-Unis, on est dans les années 70, on est en 1977. J'ai voulu prendre ce livre Evidence de Larry Sultan et Mike Mondel, son nom m'échappe. Et là, une fois de plus, c'est un livre qui est auto-édité, qui est financé par eux-mêmes. Et l'idée était d'aller chercher des images d'archives dans des institutions militaires, scientifiques aux États-Unis. Ils ont dû en voir des dizaines de milliers, de faire une sélection et une séquence où, en fait, on voit que les photographies seraient dignes de certains mouvements de photographes, alors qu'il n'y a aucune intention artistique, et de les présenter de manière à créer un récit illogique où on se perd dedans. On peut penser aussi que c'est un des premiers livres, enfin un des livres fondateurs de la photographie vernaculaire, comme ça. Mais
où la séquence est tellement bien pensée qu'elle n'est pas, c'est pas simplement une succession. Il y a une narration, mais une narration un peu labyrinthique et presque chaotique. Peu de temps avant, on est en 1979 ici dans cette version, mais l'ouvrage apparaît en 1977. On a le Tulsa de Larry Clark, qui est aussi un livre très intime. On ne peut pas parler de journal intime parce qu'il photographie plus ses amis qu'on le voit lui en scène. Mais c'est un livre qui est assez dur sur le monde de la toxicomanie, sur leur sortie où tous les excès sont permis, leur rencontre avec leurs amis, les prostituées. Et c'est un ouvrage très fort qui a été édité par Lustrum Press, qui est au fait l'édition de Ralph Gibson, qui avait créé cette maison d'édition pour pouvoir montrer sa photographie et qui a pu derrière éditer aussi quelques-uns de ses amis proches photographes pour lesquels il y avait une affection. Je voulais quand même montrer ce livre de 1971, qui est le premier livre publié de Nobuyoshi Araki, qui est connu de tous. Apparemment, il avait édité des livres sous photocopie, les Xerox. Hein. Là, il fait un livre fini et où il travaille encore de manière très très proche avec son graphiste et où il cherche des moyens d'éviter la censure japonaise, où on n'a pas le droit de montrer de sexe féminin ou masculin. Donc il cherche des mises en page, des positions, afin d'éviter cette censure sans devoir mettre un grand rond, ou alors exagérément poser le rond de manière à en faire une œuvre graphique. En 1972, Daido Moriyama va publier 2 livres, Bye Bye Photographie et Hunter, donc le chasseur, et il va voyager dans toute l'archipel du Japon. Et on dit, mais on voit que non, qu'il photographie à travers la fenêtre de sa voiture. Alors un grand nombre, c'est le cas pour un grand nombre, c'est sûr. Mais donc il y a une sorte de volonté de chasse, justement, de prendre la photographie très rapidement de tout ce qu'il voit et de chercher à saturer. Moriyama le dit très clairement, lui, le tirage photographique ne l'intéresse pratiquement pas. Or, maintenant, il y a des grandes rétrospectives et compagnie, mais il y a 20 ou 30 ans, il disait que ça ne l'intéressait pas du tout de montrer une photographie dans un musée, que la photographie était faite pour être imprimée, jouer de tout ce qu'on pouvait faire comme intervention au moment de l'impression. Pour fermer la boucle, on va rester dans les années 80. Esaias Beitel, qui est un photographe peu connu, qui a fait ce livre Zonen, qui est un livre qui est un pur reportage. Lui est danois, juif, et au fait il va intégrer des gangs néo-nazis à Paris, dans les banlieues et proches de Paris, pendant plus d'1 année, en passant pour un néo-nazi, afin de pouvoir gagner leur confiance et les photographier dans leur quotidien. Et c'est un livre que je trouve vraiment bouleversant, parce qu'à chaque moment, il risquait quelque part sa vie s'ils étaient au courant de son intention. Et quelque part, il arrive à quelque chose de très humain, vu qu'il est vraiment de l'intérieur, et il arrive à donner de l'humain à quelque chose qui est inacceptable pour lui, qui est directement concerné, et pour les autres. Et c'est typiquement le reportage que je trouve exceptionnel, parce qu'il y a une vraie mise en danger, enfin, c'est pas la mise en danger, mais il y a une vraie implication du photographe, ce qui est sur quelque chose qui se fait quand même sur le long terme. Voilà, Zonen des Esaias Beitel.